effectivement, on se questionne. Mais en attendant, la pratique, elle est bien là. Bien sûr. Non mais, alors, s'il y avait une vraie retenue, s'il y avait une vraie prudence, ça serait pris en compte, le questionnement. Effectivement, le doute, aujourd'hui, n'a plus sa place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une compétition plutôt économique. On devrait parler plutôt de bioéconomie que de bioéthique. C'est des rivalités d'équipes internationales, qui doivent produire, publier, créer un besoin d'une certaine façon. Donc, la vraie analyse, à mon avis, est beaucoup plus une analyse en termes d'économie qu'en termes d'éthique. On est au niveau international avec des gens qui vont de plus en plus loin. Alors quand vous dites permis possible, pas possible, etc., c'est plus des critères, c'est plus des concepts qui existent. Enfin, c'est quand même des critères qui sont fixés par la loi. Mais non, mais attendez. La loi, pour moi, habille, d'une certaine manière, avec plus ou moins d'élégance et plus ou moins d'efficacité, ou dissimule, avec plus ou moins d'habileté et d'efficacité, des réalités qui dépassent la loi. Encore une fois, moi je suis pas contre la loi de bioéthique, moi je crois pas beaucoup à la loi, je préférais qu'on responsabilise les acteurs et que les professionnels... Quelle naïveté, mais non, quelle naïveté. mais non, c'est pas une naïveté, je dirais que ça serait le préférable, C'est-à-dire qu'on responsabiliserait. On a de plus en plus de gens qui ont des responsabilités, ils ne savent pas exactement ce qu'est le sens d'une responsabilité, ils ne savent pas quelles sont les valeurs en jeu en cause. Donc moi je termine juste sur un point, ça serait crédible pour moi s'il y avait une vraie dimension internationale. Et regardez, vous avez des textes impressionnants, par exemple les textes de l'UNESCO. Il y a des textes, des espèces de grandes résolutions solennelles. Elles sont résolutions, personne ne les respecte. Donc je dirais qu'il ne faut pas non plus être d'une naïveté. C'est pas gentil pour ceux qui les font, Claude Duriez. Personne ne les respecte, ces résolutions internationales. Vous participez aux travaux de l'UNESCO. Pardonnez-moi, mais je trouve que mon voisin est encore plus naïf que moi, parce que lui est beaucoup plus engagé dans la réflexion bioéthique que je le suis. Et j'ai tendance à lui dire que s'il a perdu sa naïveté, qui était au moment où on s'est connu un de ses charmes, je me demande pourquoi il continue à faire ce qu'il fait. C'est vrai que la poussée du marché, l'internationalisation, le toujours plus, l'exigence finalement concernant l'innovation pour soi-même. Tous ces éléments sont évidemment vont à l'encontre de cette image que je lui donne, mais c'est plutôt flatteur. Donc à partir du moment où il y a de telles poussées, l'internationalisation, la mondialisation, un raisonnement très simple concernant entre autres les mères porteuses, qui consiste à dire, mais enfin, pourquoi c'est interdit en France alors qu'on doit aller en Belgique, en Angleterre, qu'il faut payer. Donc, au fond, conclusion qu'on en tire, et je crains que les États généraux aillent dans ce sens, ce qu'on fait à l'étranger devient désormais une référence. Pourquoi Mais parce que c'est le toujours plus. Et que la réflexion éthique, dont je continue à penser qu'elle est indispensable, est de plus en plus décalée par rapport à l'accélération du rythme du progrès. Le nouveau président du CCNE, d'ailleurs, l'a dit, notre réflexion demande du temps. Or, par rapport à cette exacerbation de l'innovation et l'accélération du rythme de l'innovation, eh bien, le temps de la réflexion est de plus en plus réduit, et ceux qui continuent de réfléchir, alors, pour le coup, sont des naïfs et s'illusionnent sur la portée de la réflexion. Mais alors, il faut quand même continuer. En même temps, je proteste avec indignation. Parce que là, c'est pas de naïveté, mais d'ignorance, monsieur le sénateur. Mes étudiants, justement, j'en ai plusieurs qui travaillent sur ces questions-là, et si je sais ce qui se passe à l'étranger dans ces matières, c'est parce que j'ai lu mes étudiants. Et c'est pour ça que je disais, il y a un mouvement international, et je rallie tout à fait l'opinion d'Emmanuel Hirsch sur ce point, dont les Français n'ont absolument pas conscience. Comment voulez-vous qu'on continue avec nos petites lois franco-françaises, vu qu'aux États-Unis actuellement, vous choisissez vos gamètes sur Internet, vous les payez en fonction du diplôme qu'a eu la donneuse. Harvard, ça coûte plus cher, surtout si on a un doctorat et si on est un top modèle. Bon, ensuite, vous avez des maisons qui vous fournissent par contrat, selon que vous êtes juif, pour être sûr de ne pas avoir de goy dans l'affaire. Vous voulez du scandinave, vous voulez ceci, vous voulez cela, du pas noir, du noir, de tout ce que vous voudrez. Vous payez 50 000 $ pour 2 ans et on vous garantit 2 bébés frais et dispo, exempts de toute anomalie génétique certifiée. Et on fait éventuellement un crédit, et si vous n'avez pas les moyens, vous avez les mêmes services en Inde pour 8 000 $. Alors, bon. Qu'est-ce que vous voulez prouver en Qu'est-ce que je veux prouver, c'est que nous sommes, je crois, dans un tout petit canton, façon Astérix, village gaulois, et que nous n'avons pas conscience que le mouvement général actuel... Alors là... Ah si, c'est la réalité, c'est la réalité. Les tests génétiques sur Internet.
Attendez. C'est la base de toute Attendez un discrimination. instant. Attendez un instant. C'est ça qui est intéressant. On comprend bien ce que vous venez de mettre en lumière, la course à l'innovation, le caractère désormais tout à fait mondialisé de ces problèmes et l'impossibilité pour la France de vivre tout à fait dans une bulle qui serait exempte des désirs suscités par ces nouvelles propositions. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de domaines où les gens qui sont sur le terrain sont confrontés, suscitent la réflexion, y compris de ceux qui sont directement confrontés à leur stockage, à leur gestion. Oui, justement. Moi, je suis impressionnée par la souffrance, pour le coup, créée sur la pratique pour ces femmes pour ces couples qui ont des embryons surnuméraires stockés. Je dirais qu'au quotidien, on rencontre des personnes qui, justement, expriment ce questionnement, parfois souffrance, de leur devenir, qu'en faire. Donc je pense là-dessus, il y a une vraie question. Et quand on dit que dans le monde entier, il y a des embryons surnuméraires stockés, c'est pas tant une réalité que ça, puisque si on regarde dans nos pays voisins, on a l'Allemagne qui a refusé de stocker des embryons surnuméraires, on a l'Italie, on a la Suisse. Alors il se pose la question, il y a aussi ceux qui décident de stocker que pour un projet parental donné, je déteste ce mot, mais réellement c'est celui qui est utilisé, alors que nous, on a décidé de stocker ad vitam aeternam, en tout cas à révision régulière. Donc je dirais juste que je suis peut-être naïve et jeune, mais je pense qu'il y a aussi de l'espoir à avoir dans le fait de se dire, on peut aussi montrer l'exemple. Et on peut aussi essayer d'être une force qui, justement, essaye de réfléchir, de se poser des questions et de montrer comment, du terrain, et ça je pense que c'est très 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 important, d'y revenir, de prendre la souffrance des personnes en face de nous directement, de travailler avec les médecins qui sont confrontés à ces demandes, à ces nouvelles demandes, à ces nouveaux désirs, et de leur donner les clés. Et les clés, c'est justement la formation, la réflexion philosophique, la réflexion épistémologique, et de pouvoir répondre à ces demandes et à ces désirs. Monseigneur Aupetit, quelle préoccupation vous avez pour ces milliers d'embryons congelés? Ça fait 20 ans que l'Église en parle déjà, puisqu'il y a eu Donum Vitae en 1987 et qui parlait déjà de l'AMP, et l'Église s'est fait allumer sur ce sujet. On leur a dit, mais ils sont complètement retardataires par rapport au progrès que peut poser l'AMP. Mais en fait, on avait déjà posé les questions. Les questions, c'est effectivement les embryons surnuméraires. C'est aussi une manière humaine de procréation. Y a-t-il une procréation qui soit spécifiquement humaine et qui soit ordonnée à l'humanité, c'est-à-dire ordonnée à l'amour et à la rencontre de deux personnes? Est-ce que le fait de techniciser effectivement la mise au monde d'un enfant va faire que cet enfant va être chosifié et qu'après on voudra choisir l'enfant sur carte, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un cas particulier. On parlait du désir des parents. Le désir est tout à fait honorable. Le projet parental est tout à fait honorable. Mais si ce projet parental devient tyrannique, qu'est-ce qu'il en est? Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un cas dans un service de pédiatrie où un couple de pianistes a demandé une ITG, une interruption thérapeutique de grossesse, c'est-à-dire alors que l'enfant est déjà bien développé, tout simplement parce qu'il avait une agénésie du petit doigt, c'est-à-dire un petit doigt un peu plus court. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être pianiste, quoi, en gros. C'est un couple de pianistes qui veut un pianiste. C'est effrayant, c'est-à-dire que le projet parental est totalement tyrannique, quand on sait d'ailleurs que Django Reinhardt avait un doigt plus petit et que ça ne l'a pas empêché d'être un des meilleurs guitaristes de jazz que la Terre ait porté. On se dit, mais c'est épouvantable. On est en train de fabriquer, non pas l'accueil de l'humain, ce qui était au départ, ce qui est véritablement humain, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir l'autre, d'accueillir dans sa différence, dans ce qu'il est, et de pouvoir le laisser déployer ce qu'il est. Mais là, on entre dans un projet qui est tellement tyrannique qu'on se demande même quand ces enfants seront nés et qui correspondront au projet exact des parents, mais cet enfant est épouvantable. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y a l'adolescence, heureusement, et à l'adolescence, cet enfant se laissera pousser les cheveux, jouera de la guitare, et va faire le contraire de ce que voudront ses parents. Et c'est ça qui va sauver ces enfants, c'est sûr. Tugdual Derville, vous entendez, vous, des familles, des couples, des femmes qui ont des embryons stockés quelque part? Dans la souffrance de la stérilité, la demande d'une assistance médicale à la procréation, on ferme les yeux sur les dégâts collatéraux, par souffrance. Mais après, on est mis devant le fait accompli d'une situation qu'on n'avait pas forcément regardée objectivement, parce qu'on a finalement suivi le mouvement. Et parfois avec une injonction aussi, une injonction sociale que nous donnons, nous, dans notre collectivité, de recourir à des techniques, et les personnes se sentent obligées de le faire, bien souvent. Et puis après, la question leur est posée désormais par une lettre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On les détruit? On les donne à la science, pour la recherche, à un autre couple? Ou alors vous avez un projet parental. Et là, les parents, ils sont extrêmement angoissés. Parce que pour eux, ils parlent de leur bébé, de leur enfant, ils ont différents mots, mes embryons. Maintenant, on peut même les exporter quand on va à l'étranger, on peut se faire accompagner par ces embryons. Et des nouvelles angoisses sont nées. Et donc, on parlait aussi tout à l'heure des souffrances qui sont la cause
de toutes ces demandes et de ce que j'appellerais moi des transgressions, mais il y a aussi les souffrances qui en sont la conséquence. Hein, parce qu'on croit arriver, mais c'est une illusion, à une société où nous ne mourrons plus, où nous ne souffririons plus. Or, je pense que maintenant, les souffrances de l'infertilité sont encore plus lourdes qu'avant. Encore plus lourdes. Parce qu'il y a maintenant une sorte de nécessité d'aboutir au projet. Or, déjà, la moitié à peu près des personnes n'aboutissent pas, et puis les conséquences sont extrêmement lourdes pour les couples. On cache d'ailleurs souvent les ruptures qu'il y a, les ruptures conjugales qu'il y a après des parcours